Cette nouvelle section, intégrale d'une fonction continue entre deux réels, a pour but, non pas la construction de l'intégrale, mais à voir comment elle est définie, et surtout, voir comment elle se calcule. Puisque je vous ai dit, l'objectif de ce micro-cours, c'est être capable de calculer efficacement une intégrale, bien qu'on va en voir évidemment l'interprétation géométrique, mais pour l'instant, c'est le calcul qui m'intéresse. Donc on va retrouver les hypothèses qu'on avait vues dans les calculs de primitives. On va déjà se placer sur un intervalle de R et on va considérer une fonction continue sur cet intervalle. Je vous rappelle que cette hypothèse de continuité et l'hypothèse d'intervalle, elles vont nous servir à parler sérieusement de primitives, puisqu'on dispose du théorème existentiel qu'on avait vu la dernière fois, qui est toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle. Bien. Eh bien, si on prend deux éléments de cet intervalle, le réel f2a moins f2b est le même pour toute primitive grand F de petit f. Ce qui signifie que si vous prenez deux primitives de petit f, en calculant f2b moins f2a ou g2b moins g2a, la valeur que vous allez obtenir sera la même, elle sera inchangée. Eh bien, c'est ce nombre-là qu'on va appeler l'intégrale de f entre le nombre a et le nombre b. On appelle l'intégrale de a à b de la fonction f, donc un nombre réel qui est noté par ce symbole-là, symbole intégral, donc l'intégrale entre a et b de f de t dt, ça se dit comme ça, intégrale entre a et b, ou de a à b de f de t dt, et ce nombre il est défini comme étant la différence d'une primitive de f prise dans la borne supérieure, moins une primitive de f prise dans la borne inférieure. Ce qu'on notera également comme ceci avec des crochets, c'est-à-dire que la définition de ce crochet-là, c'est d'être la différence de la fonction f primitive, grand F, en B, avec la fonction f évaluée en A. Alors, j'ai bien dit que c'était un théorème et une définition, bien que c'est noté que définition dans le cours que je vous ai envoyé. Théorème et définition, parce qu'il faut quand même démontrer que cette quantité-là, elle est indépendante du choix de la primitive de la fonction f. Donc pour ça, on va se donner deux primitives de la fonction f sur l'intervalle i. Bon, déjà, elles existent puisque notre fonction f est continue. Donc je peux bien écrire soit grand f et grand g, deux primitives de f sur i. Donc soit grand f et grand g, deux primitives de petit f sur l'intervalle i. Donc déjà, on assure qu'elles existent, ces primitives. Elles existent, toutes les deux, puisque f est continu sur l'intervalle i. Donc là, on utilise tous les résultats existentiels qu'on a vu la dernière fois. Donc i étant un intervalle. De plus, un fait important, on a vu que deux primitives sur un intervalle, elles sont égales à une constante près. Donc on a la garantie qu'il existe un nombre c appartenant à R, tel que pour tout x de l'intervalle i, f de x va être égal à g de x plus cette fameuse constante c. Par conséquent, si vous calculez f de b moins f de a, si vous remplacez cette expression-là par g de b plus c d'une part et par g de a plus c d'autre part, on voit que la constante c s'élimine dans le calcul, puisque le signe moins se distribue dans la parenthèse, et on récupère bien g de b moins g de a. Ce qui veut donc bien dire que le nombre qu'on définit ici, il est égal à la différence entre n'importe quelle primitive de f prise en b et prise en a, puisque la valeur est inchangée lorsqu'on prend deux primitives différentes de la fonction f, étant donné qu'elles sont toujours égales à une constante près. Ce qui permet bien d'assurer que la définition que l'on prend ici, elle est bien consistante, puisqu'elle ne dépend aucunement de la primitive de petit f choisie sur l'intervalle grand I, et ce qui donne donc du corps à la définition et à la notation qu'on avait mis en évidence.
Alors, un petit point de vocabulaire maintenant. Ce petit point de vocabulaire pour que l'on puisse parler des éléments d'écriture de cette intégrale. Donc par exemple, quand on écrit l'intégrale entre petit a et petit b de f de t dt, chaque élément de cette intégrale porte un nom. Alors le premier élément qui porte un nom, c'est la fonction qui est sous l'intégrale. Donc la fonction sous l'intégrale, c'est la fonction qui est ici. Cette fonction-là, alors là ici c'est une expression de la variable t, mais on peut la voir comme une fonction. La fonction f ici, elle s'appelle l'intégrande. Donc l'intégrande, c'est la fonction qui est sous l'intégrale. Ça s'appelle l'intégrande. Ok. On voit aussi que les deux termes qui sont ici et ici, ces deux objets-là, donc ces deux nombres-là, qui sont des nombres de l'intervalle i, donc a et b, hein, qui sont des éléments de i, s'appellent les bornes de l'intégrale. S'appellent les bornes. Et l'autre, le dernier élément, l'élément différentiel, le dt qui est ici, alors c'est justement, il s'appelle l'élément différentiel. Donc l'élément différentiel, lui, il indique ce qu'on appelle la variable d'intégration. L'élément différentiel indique la variable d'intégration. Alors je vais dire justement deux mots sur cet élément différentiel. Il indique la variable d'intégration qui va être une variable muette. Alors c'est-à-dire que quand j'écris l'intégrale entre plutôt de a à b de f de t dt, ça c'est exactement la même chose que l'intégrale entre a et b de f de u du. La variable t, la variable u sont des variables muettes. Alors muette, ça signifie quoi? Ça signifie que cet objet-là, lui, ne dépend que de quoi en réalité? Cet objet-là, puisque ces variables sont muettes, ne dépend que déjà de f, bien entendu, et des bornes, de a et de b. Donc c'est le résultat qu'on va obtenir sera indépendant de t, sera indépendant de u. C'est pour ça qu'on dit que les variables t et la variable u sont des variables muettes. On peut faire le parallèle avec ce qu'on avait vu quand on avait calculé des sommes, rappelez-vous. Quand on avait calculé par exemple la somme pour k variant de petit m à grand m de ak, on avait dit que cette somme-là, c'était la même que la somme pour L variant de M à N DAL. Donc là, on avait de même le fait que K et L sont des variables muettes et que la somme qui était là, on avait vu qu'elle ne dépendait, de la même façon, ne dépend de, alors plutôt que de f, alors de f, pardon, là il n'y a pas de f, de m et de n. Alors ici c'est plutôt de la suite considérée, hein, c'est la suite AK, la suite où les éléments sont des indices qui vivent dans Z, donc ça ne dépend que de la suite, ici on va dire AK, appartient à Z, suite de nombres réels ou éventuellement de nombres complexes. Donc on a exactement le même vocabulaire pour les intégrales. Les variables qui sont ici sont des variables muettes, comme pour les sommes. Donc le résultat de l'intégrale ne va dépendre donc que des bornes, et ça dépend des bornes, que de f, et que de la borne A et de la borne B, et évidemment de la fonction f. Alors passons maintenant à une série d'exemples où on va calculer nos premières intégrales. Donc le premier exemple qu'on va prendre, c'est l'exemple le premier qu'on a envie de tester, c'est qu'est-ce qui se passe quand on intègre par exemple une fonction constante. Donc je me donne soit a priori c un nombre réel, et je me donne petit a et petit b des nombres réels également.
Donc je vais m'empresser de calculer l'intégrale entre a et b de c dt. Alors, je ne vais pas l'écrire, mais cette intégrale, elle existe, puisque la fonction sur l'intégrale est continue, et ce qui assure qu'elle possédera des primitives qui sont définies sur R. Donc pour calculer cette intégrale, on va simplement ici calculer une primitive de cette fonction constante. Juste une a priori, puisqu'on a a priori besoin de juste une primitive, puisqu'on a vu que le calcul serait le même, quelle que soit la primitive choisie. Donc je vais intégrer cette fonction par rapport à la variable t, donc une primitive de la fonction constante c'est ct. Donc on récupère ici ct pris entre a et b, et ça par définition c'est cb moins ca, que l'on peut factoriser en c facteur de b moins a. Alors vous voyez, c'est pas inintéressant, si on fait un petit dessin pour essayer de visualiser la situation, une interprétation de ce résultat. Imaginons que a et b ici, ce soient des nombres qui soient ordonnés dans le sens croissant, et que là on récupère la fonction constante égale à c. On s'aperçoit que notre intégrale ici, ça a l'air d'être quoi? Ça a l'air d'être une R, exactement l'air qui est ici. Donc là, je suis dans la situation où C est un nombre positif et où A et B sont dans le sens croissant. On voit qu'on récupère l'air du rectangle considéré ici. Alors on voit que c'est pas tout à fait une aire au sens géométrique, puisque si vous changez le sens des bornes, le résultat va être négatif, et une aire en aucun cas c'est négatif. Et si la valeur de C est négative au lieu d'être positive, on récupère aussi un nombre négatif. Et si C est négatif et si les bornes ne sont pas dans le bon sens, on récupère un objet positif. Donc sur cet exemple, on peut voir que le calcul qu'on fait a quelque chose à voir avec la notion d'aire, mais il va y avoir des éléments de signe qu'il va falloir prendre en compte dans la suite. Donc il y a quelque chose à creuser, mais cette interprétation va dépendre du signe de l'intégrande et aussi de la position des bornes. Alors, continuons avec un autre exemple. Cette fois-ci, j'aimerais qu'on calcule l'intégrale, par exemple, entre 0 et 1 de x dx. Donc l'élément différentiel indique la variable c'est x, donc il s'agit de savoir si on est capable de calculer cette intégrale. Alors déjà je vais signaler que la fonction x qui associe x est une fonction qui est continue sur R, donc en particulier sur l'intervalle 0,1, donc cette intégrale existe. Pour calculer cette intégrale, on sait qu'on a juste besoin de calculer une primitive de x. X fait partie des puissances, on sait intégrer les puissances, alors on a déjà vu des exemples la dernière fois. Donc cette fonction, ça va être l'intégrale entre 0 et 1 de dx dx, c'est une primitive. Par exemple, j'ai choisi x carré sur 2, pris entre 0 et 1, donc ça va nous donner ici, si je décompose 1 au carré sur 2, moins 0 au carré sur 2. C'est-à-dire que ceci vaut 1,5. Là, encore une fois, si on fait un dessin pour représenter ce que c'est que cette intégrale, la fonction x ici, bon, c'est ce qui est symbolisé par la première bisectrice. Ici, on a 1, ici, on a 1, et on s'aperçoit que le résultat qu'on a obtenu, 1,5, correspond exactement à l'aire qui est située ici. Alors, avec les mêmes réserves en ce qui concerne le signe, là, on a une fonction qui est à valeur positive, mais vous voyez que si vous changez les bornes, vous changez le signe de la valeur de l'intégrale, et donc ça a quelque chose à voir avec l'aire de ce triangle-là. Mais là, encore une fois, prenons des pincettes, il y aura des choses à regarder avec le sens des bornes, notamment si elles sont dans le sens croissant ou dans le sens décroissant. Alors, continuons les petits exemples, un petit peu plus difficiles peut-être. On va calculer l'intégrale entre 0 et pi de, par exemple, cosinus de 2x. Alors on peut déjà constater que cette intégrande, elle existe, puisque la fonction qui à x associe 2x est évidemment continue sur R tout entier. C'est une composée de fonctions continues. Alors c'est pas inintéressant de voir que c'est une composée, puisqu'on sait que intégrer des composés, c'est un petit peu plus difficile. Donc là, attention, donc on intègre une fonction qui est de quelle allure? Alors l'allure de cette fonction, finalement, c'est une fonction de la forme f de
ax plus b. Hein. Voilà cette expression-là, avec a est égal à 2 et b est égal à 0. Alors nous, on sait bien dériver des fonctions de ce type-là, donc je vais écrire le sens de la dérivation. Quand on dérive par rapport à x l'expression f de ax plus b, on récupère par formule de dérivation, donc petit a, f' de ax plus b. Donc évidemment, ceci, on peut l'écrire quand la fonction f est une fonction qui est dérivable. Alors effectivement, il s'agit de la dérivée d'une composée. On dérive la fonction f qu'on applique à ce terme-là, puis on dérive ce terme-là, d'où la présence du facteur petit a. Maintenant, cette formule, on peut la lire à l'envers, en disant, pour me débarrasser de petit a, je vais multiplier chaque membre par 1 sur a. Or, comme la dérivée est linéaire, le 1 sur a, on peut le rentrer dans le symbole de dérivation. Donc on peut dire, c'est d, la dérivée par rapport à x, de quelle expression? Eh bien justement de 1 sur a, de 1 sur a fois f de ax plus b est égal à f' de ax plus b. Donc en fait, si on regarde le sens de l'intégration, pour intégrer une expression de ce type-là, c'est assez facile, c'est 1 sur a fois f de ax plus b. Donc ici, il faut que j'écrive ce cosinus de 2x comme, pour aller dans le sens de la dérivation, comme une expression de ce type-là. Donc on peut dire que ça, c'est la dérivée de sinus pris en 2x dx. Et donc, si je vais dans le sens de l'intégration, cette fois-ci, qui est ce sens-là, on va donc récupérer l'intégrale entre, la primitive pris entre 0 et pi de, alors on retrouve le facteur 1 sur a, le facteur 1 sur a ici c'est 1 demi, donc 1 demi de cosinus de 2x, pris entre 0 et pi. Donc on peut constater effectivement qu'en redérivant, quand on dérive une composée, on va récupérer la dérivée de cosinus. Pardon, c'est sinus ici, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Voilà. En redérivant ici, on va récupérer la dérivée de sinus, donc ça va faire cosinus de 2x multiplié par 2, et le 2 va éliminer le facteur qu'on a indiqué ici. Comme sinus de 2π et sinus de 0 sont nuls, on obtient que cette intégrale est nulle. Voilà un autre exemple de calcul d'intégrale. On va continuer avec ce calcul d'intégrale, l'intégrale entre 0 et 2 de racine de 4x plus 1. Donc on va tout de suite s'occuper de l'existence. Pour calculer une intégrale, il faut être en mesure de calculer une primitive. Pour pouvoir calculer une primitive, il est suffisant que la fonction soit continue sur un intervalle. La fonction, je parle évidemment de l'intégrande. Donc on s'occupe tout de suite de l'intégrande, qui est la fonction qui a x associé racine de 4x plus 1, qui est continue partout où le terme sous la racine est positif ou nul. Donc elle est continue sur l'intervalle moins 1 quart plus l'infini. Comme 0 et 2 sont bien éléments de cet intervalle, l'intégrale, elle existe, elle est bien définie. Maintenant, il faut être en mesure de calculer une primitive. On s'aperçoit tout de suite que l'intégrande est de la forme racine de u de x. Alors ça, on sait l'intégrer si on arrive à mettre en facteur le dérivé de la fonction u. Donc je vais tout de suite poser u de x va être égal à 4x plus 1, qui est une fonction affine, donc dérivable sur R, et dont la dérivée est égale à 4. Alors on voit que ça ne va pas être très difficile de se ramener à ce qu'on sait intégrer. Hein. Je rappelle que nous, ce qu'on sait intégrer, c'est quelque chose de la forme u' fois u de x à la puissance alpha. Or, racine de 4x plus 1, avec les notations que j'ai convenues ici, je vais dire que c'est 1 quart fois 4 racine de 4x plus 1, que l'on peut écrire 1 quart u' de x fois u de x à la puissance 1 demi. On sait que sous cette forme-là, calculer une primitive de cette expression, c'est pas très compliqué. C'est u de x à la puissance 3 demi divisé par 3 demi. Mais comme ceci est indépendant de x, ça se dérive bien. Hein. On a un nombre indépendant de x fois une fonction. Sa dérivée, c'est le nombre fois la fonction. Donc on sait que l'intégrale, du coup, maintenant, va se calculer correctement, puisque
c'est assez simple d'obtenir une primitive. Donc je me lance dans le calcul de cette primitive. Donc le terme 1/4, ici il est constant, lui j'y touche pas. Il sera évidemment facile à gérer avec la linéarité de la dérivée. Et là on récupère l'expression de la primitive de cette partie-là. 4x plus 1 à la puissance 3/2, le tout divisé par 3/2, ceci pris entre 0 et 2. Donc on vérifie qu'en redérivant cette expression, on récupère bien ça. Donc comme prévu, le 1/4 est une constante, donc quand on va dériver, on va récupérer cette constante multipliée par la dérivée de cette fonction. Là, on dérive une composée, donc on dérive déjà la puissance. Le 3/2 qui sort va s'éliminer avec celui qui est ici, et le 4 qui sort par dérivation de la composée va s'éliminer avec le 4 qui est ici. Donc on récupère bien que la dérivée de cette fonction est égale à cette fonction. Donc ceci est bien une primitive de l'intégrande, on est bien en mesure de calculer cette intégrale. Donc ici, on va déjà simplifier ce qui se passe au niveau des constantes. On va récupérer donc 1/6 de 4x plus 1 à la puissance 3/2, tout ça pris entre 0 et 2. Donc 1/6 de, entre parenthèses, donc 9 à la puissance 3/2 moins 1 à la puissance 3/2. Alors là, on va s'amuser avec les puissances. On sait que 9, c'est 3 au carré. Donc là, on récupère 3 au carré à la puissance 3/2 moins 1. Mais on sait que quand les puissances s'empilent, elles se multiplient. Donc on va récupérer 1/6 de 3 à la puissance 3, c'est-à-dire 27, moins 1. 27 moins 1 est égal à 26. On obtient donc 26 sur 6, donc 13 sur 3. Donc voilà pour le calcul de cette intégrale. Donc on voit que ce qui est périlleux finalement dans le calcul intégral, c'est juste être capable de calculer une primitive. Hein. C'est la partie périlleuse du calcul intégral. Donc on voit bien il faut absolument commencer par savoir calculer des primitives. Et pour savoir calculer des primitives, il faut aussi savoir dériver. Hein. On voit que comme le calcul de primitives est l'opération réciproque de l'intégration, il faut déjà maîtriser l'opération de dérivée pour envisager de pouvoir envisager justement l'opération réciproque. Alors je vais terminer par un autre calcul. Donc calculer une intégrale avec des paramètres partout. L'intégrale entre a et b de la fonction affine alpha t plus bêta dt. Alors où je vais préciser les variables qui interviennent. Alors ce qu'on va préciser ici, c'est évidemment les bornes, et aussi les paramètres alpha et bêta. T, évidemment, est la variable d'intégration. L, on sait que cette intégrale ne dépend pas de t, donc c'est une variable muette. Donc je vais indiquer que petit a, petit b, petit alpha, petit bêta, c'est des nombres réels. Et le résultat qu'on va obtenir va bien dépendre de ces 4 nombres, mais évidemment pas de t qui est une variable muette. Donc je constate qu'ici j'ai affaire à une fonction affine. Il est bien connu que les fonctions affines sont des fonctions polynomiales, donc sont continues sur R, si bien que cette intégrale existe. Pour calculer une primitive, pour calculer une intégrale, il suffit de trouver une primitive de l'intégrande. Ici, on a une fonction polynomiale, donc il est très facile d'intégrer chacun des termes séparément, mais comme on sait que la dérivée est linéaire, la dérivée de cette combinaison linéaire sera la combinaison linéaire des dérivées, on récupère bien alpha t plus bêta. On n'a donc plus qu'à évaluer cette expression-là. Alors attention, c'est la variable t qui va être évaluée, puisque c'est la variable d'intégration. Donc on va récupérer alpha sur 2 b carré plus bêta b, moins, alors attention, le moins prend l'intégralité de ces termes-là, donc moins alpha carré sur 2, moins bêta a. Alors le calcul est terminé, mais on voit qu'on peut factoriser, puisque ici, si on met en avant alpha sur 2, on va récupérer b carré moins a carré, c'est-à-dire b moins a facteur de b plus a, plus bêta facteur de b moins a. On voit que b moins a se factorise. Bon, je vais même factoriser b moins a sur 2 pour éviter de manipuler des fractions. On va récupérer ici alpha facteur de bêta plus a plus 2 bêta. Voilà le calcul de cette intégrale terminé et factorisé. Factoriser, c'est quelque chose que je me suis imposé.
c'était pas une exigence de l'énoncé. Et on constate a posteriori que cette intégrale dépend bien des bornes, des paramètres de l'intégrande, la fonction sous l'intégrale. Par contre, le résultat, bien entendu, ne dépend pas de t, qui est une variable muette, comme ici, le résultat ne dépend pas de x, qui est une variable muette. Donc voilà quelques exemples de calcul d'intégrale. On va maintenant poursuivre sur des propriétés de l'intégrale, et on reviendra vers des exercices. Après ces exemples, enchaînons avec des propriétés de l'intégrale, notamment la proposition 6. Alors, regardons les hypothèses et analysons-les. Les hypothèses de la proposition 6, on retrouve tous les éléments qui nous permettent de parler de primitive et donc d'une intégrale. On travaille sur un intervalle de R et on dispose d'une fonction qui continue sur R, ce qui assure l'existence de primitive et donc le calcul de l'intégrale. Alors on vous dit que l'intégrale entre a et a de f de t dt est nulle, c'est-à-dire quand on a la même borne supérieure et inférieure, on obtient 0. Et une propriété qu'on avait déjà plus ou moins visualisée, c'est qu'en échangeant les bornes de l'intégrale, on change le signe de celle-ci. Alors la démonstration est assez naturelle, puisque avec les deux conditions qui sont ici, on sait que sous ces conditions, qu'il existe des primitives pour f sur l'intervalle i. Qu'il existe des primitives de petit f sur l'intervalle i, puisque la condition d'être continue sur un intervalle est une condition suffisante pour l'existence de primitives. Bon, donc on peut se donner une primitive, soit grand f ou l'une d'elles. Eh bien, on va tout de suite calculer maintenant ces deux intégrales, puisque l'existence d'une primitive nous permet de faire ce calcul. Donc on sait que c'est la différence de cette primitive prise dans la borne du dessus, moins la valeur de cette primitive prise dans la borne du dessous. Cette différence est nulle. Donc l'intégrale entre a et a de f de t dt est nulle. Donc si la borne du dessus est égale à la borne du dessous, peu importe l'intégrande, l'intégrale sera nulle. Dans le second cas, ce résultat est également assez immédiat, puisque, par définition, notre intégrale va prendre cette valeur. On voit qu'il suffit de multiplier le résultat par moins 1, ou de factoriser par moins 1, tout dépend comment vous voulez le dire. Et en factorisant par moins 1, en mettant bien les parenthèses, bien entendu, puisque le moins se distribue dans les deux termes, on récupère donc bien l'opposé de l'intégrale, où, cette fois-ci, la borne du bas, c'est b, et la borne du haut, c'est a de f de t dt. Donc là, on récupère une petite propriété qu'on avait plus ou moins vue lorsqu'on avait vu que l'intégrale pouvait, en tout cas dans certaines situations, on avait pu visualiser que ça représentait une aire algébrique, et qu'il se passait des choses quand on permutait les bornes. Là, on a donc maintenant la conviction forte que quand on permute les bornes, eh bien, le signe de l'intégrale change, sous réserve d'avoir la garantie qu'on soit capable de calculer des primitives. Bon, on va maintenant passer à des exercices de calcul d'intégrale, donc on va mettre en application, encore une fois, la recherche de primitives. L'exercice numéro 2 propose de calculer différentes intégrales avec des intégrandes qui vont avoir des représentations différentes et vous nous proposer des difficultés selon les cas. Donc la première intégrale, qui est l'intégrale entre 0 et 2 de a à la puissance 4 dA. Donc la variable d'intégration, c'est a. L'intégrande, c'est donc une fonction polynomiale, en l'occurrence une fonction puissance. Elle est clairement continue sur R, donc clairement continue sur l'intervalle 0,2, donc l'intégrale existe. Pour calculer cette intégrale, il suffit qu'on calcule une primitive de cette fonction. Là, on peut directement faire référence au tableau des primitives d'expression usuelle. On récupère donc qu'une primitive de A4, c'est A5 sur 5. On va donc récupérer 2 puissance 5, c'est-à-dire 32 sur 5, moins 0 à la puissance 5 sur 5, donc moins 0. Le résultat final, c'est donc 32 cinquièmes.
Voilà pour ce calcul. Là, il n'y a pas de difficulté majeure, on est directement sur une fonction qu'on sait intégrer. Alors, petit 2, cette fois-ci, on va calculer l'intégrale entre 0 et pi de cosinus de 2θ dθ. Donc là, encore une fois, on va se mettre en situation d'intégrer une fonction, mais attention, il s'agit d'une fonction composée. Donc c'est une fonction qui est de la forme cosinus de u. Donc pour pouvoir l'intégrer, il faudrait qu'on fasse apparaître le terme u'. Donc je vais constater tout simplement que l'intégrand de cosinus de 2θ, je vais pouvoir l'écrire 1/2 de 2. Alors le cosinus, c'est la dérivée de sinus. Donc de la dérivée de sinus évaluée en 2θ. Là, on a u' de θ sinus prime de u de θ. On peut intégrer ce terme-là directement. Ce terme-là s'intègre en sinus de 2θ. Donc là, je viens juste d'intégrer, si on veut une légende en couleur, je viens juste d'intégrer le terme qui est ici. Ça permet d'intégrer le terme qui est ici. Et évidemment, le facteur 1/2, lui, ne disparaît pas. Le tout divisé par 2. Pris entre 0 et pi. Effectivement, quand je redérive cette expression, par linéarité de la dérivée, le facteur 1/2 sort, et quand on dérive cette expression, on obtient bien l'expression qui est ici par dérivée d'une composée. Or, comme sinus de 2θ, de 2pi et sinus de 0 sont tous les deux nuls, cette intégrale est nulle. Donc on récupère 0. Donc ce qui est vraiment important, c'est de voir comment on applique les formules de composition pour pouvoir intégrer. Allez, troisième partie, l'intégrale entre 0 et 1 de x multiplié par x carré plus 1 à la puissance 5 dx. Alors toujours le même rituel. Ici, il s'agit d'une fonction polynomiale. Cette fonction polynomiale est continue sur R, donc en particulier continue sur 0,1, l'intégrale existe. Alors ici, pour une fonction polynomiale, on pourrait développer et appliquer les mêmes règles d'intégration que ce qu'on a fait là. Sauf qu'ici, on est face à une situation un peu plus facile, puisque si je pose u de x va être égal à x carré plus 1, on voit que u' de x est égal à 2x, et que par conséquent, là, on a affaire à une dérivée de composé. Effectivement, cette expression-là s'écrit u' de x multiplié par u de x à la puissance 5. Bon, pour faire apparaître le facteur 2 ici, je suis obligé de l'introduire et de le compenser. Voilà ce qu'on récupère. Donc là, maintenant, on peut passer à une intégration directe, où je vais déjà intégrer le terme qui est ici. Le terme qui est ici s'intègre en u de x à la puissance 6 sur 6. Le facteur 1/2, lui, il est invariant par dérivation, c'est-à-dire la dérivée de alpha fois ça, c'est alpha fois la dérivée de ça. Donc comme le facteur ici, par linéarité de la dérivée, il sort, on voit tout de suite que la dérivée de ce terme-là correspond exactement au terme qui est ici. Donc on obtient cette primitive. Alors on n'a plus qu'à remplacer maintenant. Donc on va remplacer, donc on va récupérer 1 sur 12 multiplié par 1 plus x carré à la puissance 6, pris entre 0 et 1. Donc en 1, on va juste récupérer 2 à la puissance 6, c'est-à-dire 64 sur 12. Et en 0, on va récupérer moins 1 sur 12, c'est-à-dire on va récupérer 63 sur 12. Alors 63, c'est un multiple de 3, c'est un multiple de 9 mais 12 ici, donc on va récupérer juste un facteur 3 sur ici 21. Donc voilà le résultat du calcul de cette intégrale avec une fraction irréductible. Donc là encore une fois, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir comment on a repéré ici une expression et sa dérivée pour se ramener à la dérivée d'une composée. Ceci est une dérivée de composée pour pouvoir intégrer l'expression. Donc si vous ne savez pas dériver des composés, vous ne saurez pas intégrer des composés.
Donc c'est vraiment très 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 important de vous sensibiliser à la dérivée de composés. Passons à la quatrième intégrale. Toujours le même rituel, on va déjà regarder l'intégrande. Donc l'intégrande, il faut s'assurer qu'elle soit continue pour pouvoir déterminer une primitive sur l'intervalle considéré. Alors pour savoir où le dénominateur s'annule, le mieux c'est de factoriser cette expression. Alors, on constate que cette expression correspond à une identité remarquable. Donc, avec toutes les factorisations que vous avez faites, ça maintenant vous devriez être capable de le retenir. Donc on récupère que cette expression, elle peut s'écrire sous la forme d'un carré, et que ce terme-là est nul si et seulement si u est égal à moins 1, ce qui veut donc dire que la fonction 1 sur 1 plus 2u plus u carré, cette expression-là, définit une fonction continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, puisqu'on a cette égalité-là. Donc on peut assurer que la fonction sous l'intégrale, ou si vous préférez l'intégrande, est continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors elle est aussi continue sur l'intervalle moins l'infini moins 1, mais cet intervalle ne nous intéresse pas, puisque les deux bornes 1 et 4 sont toutes les deux situées dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc on peut bien dire que cette intégrale existe, puisque l'intégrande est continue sur un intervalle. Bon, il nous reste à calculer une primitive de cette fonction sur l'intervalle considéré. Et là, on voit qu'on est directement dans le cadre du cours, puisqu'on a une expression de la forme, si j'appelle cette expression a de u, on a a' de u sur a de u, donc ça s'intègre directement en moins 1 sur 1 plus u, pris entre 1 et 4. Effectivement, quand on dérive cette expression, on dérive moins 1 plus u à la puissance moins 1, donc il y a moins 1 qui sort de la dérivation, 1 plus u à la puissance moins 2, multiplié par la dérivée de u qui vaut 1. On récupère bien donc le carré de 1 sur 1 plus u. Donc il ne nous reste plus qu'à finir le calcul de cette intégrale en calculant les fractions. Donc on va récupérer moins 1 cinquième plus 1 demi. Alors on peut réduire cette fraction au même dénominateur. Un bon dénominateur commun ici, ça serait 10. Donc 10 facteur de moins 2 plus 5. On va donc récupérer 3 sur 10. Donc voilà la valeur de cette intégrale. Cette intégrale vaut 3 sur 10. Allez, alors passons à l'intégrale numéro 5 maintenant. L'intégrale numéro 5. Il s'agit donc de calculer l'intégrale entre 1 et 4 de sinus de t au cube dt. Alors comme d'habitude, on va regarder l'intégrande, où est-ce qu'elle est continue. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. La fonction sinus est continue sur R, son cube est également continu sur R, comme produit de fonction continue sur R. Donc cette fonction-là, elle est a priori continue sur R. Donc on peut parfaitement calculer l'intégrale de 1 à 4 de sinus de t au cube dt. Alors, on pourrait, comme dans des exemples précédents, linéariser le sinus à la puissance 3. Seulement là, on peut être un petit peu plus malin. Si j'appelle f de t l'intégrande, cette intégrande, on peut la découper en sinus de t facteur de sinus de t au carré, que l'on peut découper en sinus de t facteur de... Alors le sinus de t au carré avec la formule de Pythagore, c'est 1 moins cosinus de t au carré. Alors, je m'aperçois que cette expression-là, elle est pas inintéressante, puisque on peut faire intervenir ici, en développant, sinus de t moins sinus de t fois cosinus de t au carré. Et là, si vous regardez bien, on a une expression qui est de quelle forme? Alors, ce terme-là, il est facile à intégrer, hein, ça s'intègre en moins cosinus. Hein. Je parle maintenant juste de cette expression-là, qu'on va traiter à part. Hein. Donc je parle juste de l'expression qui est ici. Je laisse le moins 1 en facteur.
Cette expression-là, on reconnaît ici que cosinus de t, c'est la dérivée de sinus. Donc on récupère que sinus de t, cosinus de t au carré, c'est aussi, donc, je vais dire la dérivée de cosinus, donc cosinus prime de t, multiplié par cosinus de t au carré. Donc ça ressemble quand même drôlement à quelque chose de la forme u' fois u à la puissance alpha. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut finalement intégrer assez facilement. Donc maintenant, on a tous les éléments pour calculer cette intégrale. Alors comme la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, il s'agit simplement de calculer une primitive de cette fonction et une primitive de cette fonction. Donc là, le sinus, lui, va s'intégrer directement en moins cosinus de t. Et cette expression-là, alors ce moins là qui nous embêtait, je peux le détruire avec le moins qui est ici. Donc ça va me faire plus. Donc on intègre u' fois u à la puissance alpha. Ça s'intègre en u à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc on va récupérer cosinus de t à la puissance 3 sur 3. Alors on peut vérifier si on n'est pas sûr. Quand on dérive cette expression-là, on va récupérer 3 cosinus de t au carré multiplié par la dérivée de cosinus. Et la dérivée de cosinus, c'est moins cosinus. Donc on récupère bien l'expression qui est ici. Alors il ne faut pas oublier le signe moins qui est là, mais j'ai dit que le signe moins, effectivement, on va le récupérer ici, il est digéré par ce terme-là. Donc quand on dérive cette expression, on récupère bien cette expression-là, signe compris. Donc tout ça pris entre 1 et 4. On n'a plus maintenant qu'à calculer le crochet. Donc on va récupérer moins cosinus de 4, qu'on ne sait pas simplifier, plus cosinus de 4 à la puissance 3 sur 3. Alors moins, attention, moins l'expression qui est ici, donc moins cosinus de 1 plus cosinus de 1 au cube sur 3, c'est-à-dire tout calcul fait, moins cosinus de 4 plus cosinus de 4 au cube sur 3. Là, le moins se distribue dans la parenthèse, donc plus cosinus de 1 moins cosinus de 1 au cube sur 3. Voilà le calcul de cette intégrale. Alors on pouvait aussi utiliser la technique avec Euler pour linéariser l'expression, et on y arrive aussi très très bien. Le résultat ne va pas s'écrire sous la même forme, puisque évidemment il n'y aura pas de puissance, puisqu'on aura totalement linéarisé, mais c'est une autre façon de faire. Je vous invite d'ailleurs à le faire. Alors, passons à l'exemple suivant, l'intégrale entre 1 et e de ln de t sur t dt. Alors là aussi, c'est quelque chose qui va être facile à intégrer, mais déjà, parlons de l'existence et de la continuité. La fonction qui a t associe ln de t sur t, cette fonction-là est continue. Alors, sur quel intervalle? Alors, la fonction log, elle est continue sur r plus étoile, et la fonction t, elle est continue sur r, mais il faut regarder où est-ce qu'elle s'annule. Elle s'annule en 0. Donc finalement, cette fonction-là, elle est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Comme 1 et e sont des éléments de cet intervalle, l'intégrale existe, et on est capable de calculer des primitives de cette fonction. En tout cas, elles existent. Alors on peut maintenant passer au calcul pur de l'intégrale. Ça, c'est quelque chose qui s'écrit u de t fois u' de t, puisque je reconnais ici dans l'intégrale une fonction et l'expression de sa dérivée. Donc on est en train d'intégrer quelque chose qui s'écrit sous la forme u de t fois u' de t. On est dans une situation qui est sensiblement identique à celle-là. Donc ça va s'intégrer en u de t au carré sur 2, entre 1 et e. Donc on peut simplement le vérifier en redérivant cette expression. Donc le terme 1/2 va se mettre en facteur quand on dérive, à cause de la linéarité de la dérivée. Ici, on dérive une composée, c'est 2 u' de t, donc on récupère bien le u'.
Donc si j'écris le crochet un peu plus concrètement, le crochet donc c'est ln de t au carré sur 2, pris entre 1 et e. On va l'évaluer en e. Ln de e, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Donc le premier terme vaut 1,5. Et comme le log s'annule en 1, eh bien la valeur de la primitive en 1, elle est nulle. Donc le résultat de cette intégrale, c'est 1,5. Alors, est-ce que pour la 7, on aura de la place? Non, on va changer de feuille. Hop, et on va passer à la 7. Alors pour l'intégrale numéro 7, il s'agit cette fois-ci donc de calculer l'intégrale entre 6 et 10 de 5x sur racine de x carré moins 3 dx. Comme d'habitude, on regarde l'intégrande. L'intégrande, elle est continue partout où le numérateur et le dénominateur sont continus et ne s'annulent pas. Ceci est continu sur R, donc il n'y a pas de contrainte avec ce terme-là. Ce terme-là est continu là où x carré moins 3 est positif ou nul. Et comme le dénominateur ne doit pas s'annuler, il faut imposer que ce terme soit strictement positif. Donc je peux bien assurer que l'intégrande est continue sur l'intervalle ouvert racine de 3 plus l'infini. Il est clair que 6 et 10 sont strictement plus grands que racine de 3, donc les bornes appartiennent bien à un intervalle où l'intégrande est continue, donc on peut bien dire que l'intégrale existe. Alors on a affaire à une expression qu'on va pouvoir écrire sous forme de puissance. Cette intégrande, je vais l'appeler f de x. Elle s'écrit 5 multiplié par x. Alors multiplié par... Alors non, c'est pas une racine justement. C'est pas une racine, c'est une puissance moins 1,5. Donc voilà, on va l'écrire plus simplement. Donc c'est 5x facteur de x carré moins 3 à la puissance moins 1,5. Alors on voit qu'on va pouvoir faire apparaître ici en facteur la dérivée du terme qui est dans la puissance. Donc la dérivée du terme qui est dans la puissance, c'est 2x. Donc il faut que je fasse apparaître 2x multiplié par x carré moins 3 à la puissance moins 1,5. Et pour récupérer le facteur 5, on fait l'opération blanche qui consiste à multiplier par 2 et à diviser par 2. Attention, là c'est pas un x, c'est un produit. Bon, alors sous cette forme-là, on peut intégrer. On obtient donc que notre intégrale vaut... Donc ce terme-là, c'est une constante dans la dérivation par linéarité. On pourra la factoriser. Il nous reste à intégrer ce terme-là qui s'écrit u' de x fois u de x à la puissance moins 1,5. Ça s'intègre donc en u de x, c'est-à-dire x carré moins 3 à la puissance 1,5 divisé par 1,5. Donc on va récupérer après multiplication par les fractions. Donc tout ça pris entre 6 et 10, j'ai oublié. Donc on va récupérer 5 facteurs de... Alors ceci à la puissance 1,5, c'est une racine. Bon, je vais l'écrire sous forme de puissance 1,5. Ça n'enlève rien au calcul. Ce qui permet donc de conclure que cette expression vaut 5 multiplié par la racine de... Ah là c'est un carré, pardon. 100 moins 3, 97. Moins 5 multiplié par la racine de 6 fois 6, 36, 36 moins 3, 33. Ça y est, on vient de calculer l'intégrale. Donc là, encore une fois, la partie la plus périlleuse, c'est le calcul de primitive. N'hésitez pas à bien écrire l'expression pour qu'elle corresponde directement à une expression qu'on sait intégrer grâce au tableau de dérivation qu'on lit à l'envers pour avoir le tableau de l'intégration. Alors pour le 8, on doit calculer l'intégrale entre 6 et 10 de, cette fois-ci, 1 plus x sur x carré dx. Alors l'existence de cette intégrale ne fait aucun doute puisque l'intégrande est continue sur R plus étoile. L'intégrande est
évidemment continue sur R plus étoile. Donc là, c'est simplement comme quotient de fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas. Donc elle est bien continue sur l'intervalle 6-10. Ça, c'est fait. Là, il est préférable de linéariser ce qui se passe dans l'intégrale, c'est-à-dire qu'on va plutôt intégrer entre 6 et 10 1 sur x carré plus 1 sur x. On linéarise la fraction et on peut intégrer les termes séparément, puisqu'on sait que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc ça s'intègre en moins 1 sur x carré, et ça s'intègre en ln de valeur absolue de x. Mais comme on est sur un domaine où x est positif, on peut dire ln de x, pris entre 6 et 10. Effectivement, si je redérive, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, donc on va récupérer moins 1 sur x carré, donc 1 sur x carré, plus ln de x. On n'a plus qu'à calculer la différence de cette primitive prise en 10 et prise en 6. On va récupérer moins 1 sur 10 plus ln de 10 plus, alors attention, le signe moins va porter ces deux termes-là, donc plus 1 sur 6 moins ln de 6, vous ne faites pas avoir avec la distribution du moins dans la somme. Donc là, on commence par réduire les fractions ici au même dénominateur. Un dénominateur commun ici, ça serait 30. Donc ça va faire moins 3 ici, plus 5 sur 30. ln de 10, c'est ln de 2 fois 5, donc ln de 2 plus ln de 5. Moins ln de 6, c'est ln de 2 fois 3, donc moins ln de 2, moins ln de 3. N'oubliez pas encore une fois que le moins ici se distribue. On va donc récupérer 2 sur 30, 2 sur 30 c'est 1 sur 15. Les ln de 2 s'éliminent, plus ln de 5, moins ln de 3. Voilà, cette intégrale calculée. Donc là on voit qu'on a intérêt évidemment à écrire l'intégrande sous la forme d'une somme, puisqu'on sait bien intégrer les sommes, puisqu'on sait bien les dériver. Comme c'est l'opération réciproque, si l'opération est plus facile d'un côté, elle sera aussi plus facile de l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir de façon un peu plus générale dans les propriétés de l'intégrale. On va voir qu'elle est linéaire. Donc on aura d'autres façons de présenter ces calculs dans peu de temps. Zoo, intégrale 9. Alors celle-là, elle va être finalement assez banale. On termine par des cas un petit peu plus simples. Alors c'est plus simple aussi au niveau de l'existence, puisque là, on a affaire à un quotient de fonction continue dont le dénominateur s'annule pas, puisque l'exponentielle étant, lorsqu'appliqué à un nombre réel strictement positif, le dénominateur il est minoré par 4. Donc on peut dire que l'intégrande est continue sur R sans autre forme de procès, il n'y a aucune difficulté. L'intégrande est continue sur R, on n'est pas dans un cas problématique. Et donc on peut se lancer dans la recherche d'une primitive. Alors là, c'est pas très compliqué, puisque la dérivée du dénominateur, c'est exponentielle t. On est donc sous une expression de la forme u' sur u. Ça s'intègre en ln de valeur absolue de u. Donc là, on est dans un cadre typique. Ici, les valeurs absolues, on va pouvoir les éliminer, puisque cette fonction sur 0,1 est à valeur positive, strictement positive, pardon. Donc ça me fait ln de exponentielle t plus 4 pris entre 0 et 1. Or, le premier terme va me donner e plus 4, moins la valeur de cette expression en 0, ln de 5. Puisque exponentielle de 0 est égale à 1. On récupère ainsi le résultat de cette intégrale. Alors, on termine cette séquence exercice par un dernier petit calcul. On va calculer l'intégrale entre 2 et 3 de 1 sur t carré moins 1 dt. Alors, pour l'existence, il faut qu'on se place sur un intervalle où la fonction est continue qui contient les bornes. L'intégrande est continue sur l'intervalle 1 ouvert plus l'infini, comme quotient de fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas. Donc là, on a déjà
la continuité sur l'intervalle 1 plus l'infini. Cet intervalle contenant les deux bornes, l'intégrale est bien définie, existe, et est calculable sous réserve de trouver une primitive de cette fonction. Alors là, c'est moins facile, parce qu'on n'est pas dans la situation rêvée où on a du U' sur U, comme on était ici, puisque la dérivée de t carré moins 1, c'est 2t. Là, on ne peut pas utiliser un facteur 2t moins 2t, puisque là, l'expression qu'on obtiendrait dépend de t. Alors, c'est pas comme quand on a une constante et qu'on peut la factoriser de la dérivation. Là, on aurait une fonction de t, donc ça fonctionne pas très bien. Alors, l'idée dans ce type de situation, on le généralisera d'ailleurs bientôt, c'est déjà de factoriser le dénominateur. Alors, là, on a affaire à une identité remarquable, avec les factorisations que vous avez faites, ça vient tout seul. Et l'idée, un petit peu comme ce qu'on avait vu ici, c'est que cette fraction se simplifiait bien parce qu'on avait une somme au numérateur, une somme qui faisait intervenir des facteurs du dénominateur. Donc je me dis, ça serait bien qu'ici on a une somme qui fasse intervenir les facteurs du dénominateur. C'est-à-dire écrire 1 à l'aide des facteurs qui sont au dénominateur. Alors en fait, l'ennemi c'est t, il faut tuer t. Regardez, si j'écris t plus 1 moins t moins 1, évidemment, par ce calcul, je vais éliminer t. J'obtiens donc 2. Donc là, cette expression-là, je vais faciliter un peu le calcul en disant c'est 1 demi de 2 sur t plus 1, facteur de t moins 1. Et ce 2, je vais l'écrire comme une combinaison linéaire de termes qui sont des facteurs qui apparaissent au dénominateur. Regardez, la simplification va être très efficace, puisque là, on va récupérer donc au numérateur t plus 1 moins t moins 1 sur t plus 1 facteur de t moins 1. Et ça se factorise, enfin ça se simplifie, pardon, quand j'éclate la fraction, il va y avoir une simplification par t plus 1 qui me ramène à du 1 sur t moins 1, moins, quand j'éclate la fraction, je vais récupérer ce terme-là qui se simplifie en 1 sur t plus 1. Là maintenant, on est face à des expressions qui sont de la forme U' sur U. Donc on peut conclure que l'intégrale entre 2 et 3 de 1 sur t carré moins 1 dt va donc être égale à... Donc là, on a une constante indépendante de t en facteur. Donc ça, on sait que dans la dérivation, comme la dérivation c'est linéaire, ça ne va pas nous déranger. Donc ça s'intègre en ln de valeur absolue de t moins 1, plus, alors plutôt moins, ln de valeur absolue de t plus 1, tout ça pris entre 2 et 3. Il faut juste que j'efface ce plus-là, je me suis trompé, il s'agit d'un moins, voilà. On n'a plus qu'à finir le calcul, donc on récupère cette expression-là évaluée en 3. Donc 1 demi de, quand on évalue en 3, on va récupérer ici ln de 2, moins ln de 4. Ln de 4, c'est ln de 2 au carré, c'est donc 2 ln de 2. Moins, alors attention, cette expression-là prise en 2, ln de 1, ça fait 0, donc plus ln de 2. Donc on récupère au final 1 demi de ln de 2, ln de 2, ln de 3 ici, pardon. Donc ln de 2, ici, alors plutôt ln de 3 moins ln de 2. Voilà. Voilà, ce qui termine cette séquence d'exercices où il faut justement appliquer les règles du calcul intégral, qui se résument pour l'instant à calculer des primitives. C'est ce qu'on accentue au maximum dans cette première partie du cours.